Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici dans Studio M, la chaîne d'Esprit Meuble. C'est déjà le 3e jour de cette édition 2025 ici dans le hall 1 de la porte de Versailles. Les portes ont ouvert il y a une demi-heure et on est toujours ravis de vous accueillir. Vous êtes les bienvenus et puis on va commencer cette journée dans Studio M en parlant d'un phénomène qui est le phénomène des collaborations. On le voit de plus en plus, certaines marques aiment s'allier de façon ponctuelle à un nom, à une autre enseigne pour proposer des collections, des objets, ce que l'on appelle dans le vocabulaire des capsules. Alors, à quoi ça sert? Est-ce que cela fonctionne toujours? Est-ce que c'est pérenne ou est-ce que c'est forcément éphémère? On va en parler aujourd'hui avec Karine Zagaroli. Bonjour. Bonjour, merci. Mais c'est un plaisir. Vous êtes rédactrice en chef de Reworld Media Group qui édite énormément de magazines. Il y a Maison et Travaux et le journal de la maison par exemple. On va peut-être commencer par faire un petit point sur le contexte qui est un peu tendu, hein, on va pas se mentir. Et si j'ai bien compris, c'est pas totalement étranger à l'émergence des collaborations. Exactement, c'est un phénomène qu'on a noté dans ce contexte particulier. L'impression qu'on a, nous, et que ça donne, et qui est une bonne impression très positive, c'est que les collaborations deviennent finalement pour les marques sûrement un levier de différenciation, le moyen d'aller sur un autre univers, un autre terrain de jeu, et finalement peut-être d'accroître leur visibilité à un moindre risque, au lieu de faire une refonte complète de gamme, par exemple. C'est ça le véritable intérêt pour ces marques de se lancer dans l'aventure de la collaboration, c'est un peu de sortir de leur périmètre de notoriété, j'allais dire. Exactement, c'est à la fois peut-être pour renouveler l'intérêt des consommateurs envers leur marque, évidemment. C'est peut-être aussi d'aller élargir leur public et de finalement tester d'autres gammes sur lesquelles ils ne seraient pas allés. C'est par exemple une marque de outdoor qui va s'essayer au indoor et qui va lancer une lampe en collaboration avec une maison d'édition très déco ou un nom très déco comme Fermob et Maison Sarah Lavoine. Ça peut être aussi finalement de créer un nouveau storytelling, peut-être plus sur les réseaux sociaux, d'aller raconter autre chose avec d'autres personnalités qui vont incarner différemment cette marque. Et on a noté aussi que ça peut être aussi une façon quelquefois de mutualiser les forces. Voilà, donc secteur industriel, marque, etc. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Comment elles se structurent ces collaborations? Parce que déjà, travailler tout seul, parfois, c'est pas facile. Alors, travailler à deux marques, parfois, c'est encore plus compliqué. Comment ça se structure en général? Surtout qu'en plus, très souvent, maintenant, on a noté qu'elles allaient sur du cross-domaine. Donc, finalement, elles allaient vers des univers comme la mode, l'hôtellerie, aller chercher des chefs, etc. Donc, on a noté qu'il y avait des lancements de micro-capsules. C'est peut-être déjà une façon de tester la collaboration. Attendez, ça veut dire quoi une micro-capsule? Parce que déjà une capsule, c'est pas beaucoup, alors une micro-capsule, c'est quoi? Ultra limitée, en édition ultra limitée, en précommande, là encore peut-être en édition sur les réseaux sociaux dans un premier temps. Donc ça, c'est une façon de tester et en même temps, c'est une façon de créer la rareté, d'essayer d'événementialiser un peu les choses, c'est ça? Exactement, il y a tout cet univers de communication qui va autour, de storytelling. On crée à nouveau le désir, l'envie, là où peut-être qu'on était sur une enseigne quelquefois, pas que une marque, une enseigne un peu plus classique qui va aller chercher de la différenciation et puis se raconter autrement. Et puis surtout chercher un public différent et plus jeune parce que les publics sur ces audiences-là sont évidemment pas les mêmes. Et c'est ça qu'elles attendent les marques quand elles se lancent dans la collaboration, c'est un changement d'image. Parce que j'imagine qu'elles ne se disent pas je vais attirer des gens vers ma marque et une fois que la collaboration sera finie, ils reviendront acheter chez moi si je vends des choses classiques. C'est un changement d'image, c'est surtout ça qu'elles attendent, c'est surtout de la communication. Un changement d'image, une visibilité accrue, peut-être par rapport à leur image, juste aussi pour réaffirmer des fondamentaux. Je parle notamment aux marques qui ont déjà une valeur perçue très haute, mais finalement qui ont peut-être besoin de renouer avec une forme de visibilité, et là encore d'aller sur des terrains d'expression où elles vont élargir leur audience et leur public. Donc c'est aussi un besoin de visibilité un peu différent. Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'on peut se rater dans une collaboration? On peut se rater si les valeurs ne sont pas alignées, je pense, entre les deux.
Ça c'est très important. On peut comme toute entreprise, j'allais dire, finalement, mais ça veut dire que le public, il est capable de sanctionner si une marque choisit mal la marque avec laquelle elle veut collaborer. Le public peut sentir et dire non mais ça marche pas, je le sens pas. En tout cas, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de storytelling, si dans l'histoire qu'on raconte, on n'est pas cohérent, oui, je pense que la sanction peut être là. Si on est ultra cohérent, et je pense par exemple à Maison du Monde avec le chef Maurice Sacco, on est Maison du Monde, Maurice Sacco, il incarne le monde, c'est un jeune chef étoilé, on est sur des influences d'Afrique, du Japon, de Maison du Monde, ce sont les Maisons du Monde, ça fonctionne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Maurice Sacco, c'est un jeune chef français d'origine africaine, dont la cuisine est très influencée par le Japon, donc il incarne un peu cette mondialisation de la cuisine. Au-delà de cet exemple avec Maurice Sacco que vous venez de nous citer, est-ce que vous avez, vous, des exemples en tête de collaborations qui ont été des très grandes réussites? Alors les très grandes réussites, c'est évidemment l'enseigne Monoprix, mais tout le monde est au fait, qui est allé chercher finalement aussi une forme de premiumisation de ses produits et de sa collection maison, en allant chercher là encore des collabs avec assez pointus, avec des jeunes designers et des collabs qui sont des succès qui se rééditent en année 2. C'est le cas en ce moment avec Bureau Benjamin et qui a lancé pour Monoprix une lampe qui devient iconique. Parce qu'il y a aussi ça finalement. Ces objets-là deviennent des icônes du design et commencent finalement par des enseignes de grande distribution. Donc ça, c'est très nouveau. Et ça, c'est une vraie nouvelle tendance. Vous dites que ça se renouvelle en année 2. Est-ce que c'est forcément éphémère une collab ou est-ce que justement il peut y avoir au fur et à mesure des années quelque chose qu'on va attendre, la collaboration de l'année entre telle maison et telle maison? En fait, l'exemple de Monoprix, c'est un bon exemple. Peut-être qu'on s'y attendait pas, mais finalement, oui, c'est possible de poursuivre l'aventure. Là encore, quand tout est aligné, quand le succès est là, quand finalement, pour les points de vente, c'est un vrai booster, j'imagine. C'est quoi les tendances de fond de la collaboration ? Quand on décrypte, parce que ça marche très bien, on le voit bien, le public, il aime ça, il se précipite, il y a l'effet de rareté, il y a l'effet iconique, comme vous dites. C'est quoi les grandes tendances de fond qui font que ça fonctionne? Nous, on a l'impression que ça va être tout ce qui est lié à la micro-collaboration, là encore. Parce que trop de collaboration, il y a un moment où on va saturer. Donc vraiment, peut-être qu'on va aller vers des éditions encore plus limitées. Et puis on va aller sur des éditions aussi participatives, en lien avec des audiences. Et on va peut-être co-construire ensemble les collabs de demain. Et ça, je pense que c'est un vrai phénomène. J'ai une dernière question à vous poser, Karine. Vous êtes rédactrice en chef de plusieurs magazines qui s'intéressent à la déco et à la maison. Quand on est journaliste, parfois on est submergé par des phénomènes. Moi, je l'ai connu. Il y a des moments où il y a un phénomène qui arrive et on ne pourrait traiter que de ça, et à un moment on sature. Est-ce que vous commencez à avoir le sentiment de saturer avec les collaborations? Alors, elles sont en train d'évoluer. Non, j'ai pas l'impression parce que finalement, avec cette histoire de cross-domaine, puisque maintenant on s'ouvre à l'univers de la mode, de l'hôtellerie, des chefs, finalement le terrain de jeu, il est dingue et il est très large. Donc, à date, on ne sature pas. Ça vous amuse encore? Beaucoup. Bon, et ben voilà. Merci beaucoup, Merci. Karine, d'être venue aujourd'hui, rédactrice en chef de Reworld Media, le journal de la maison, entre autres. Je vous montre l'édition de novembre, je l'ai feuilleté. Il y a plein de trucs que j'ai envie d'acheter. Merci encore d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. Studio M, ça continue toute la journée en ce lundi de novembre, 3e jour d'Esprit Meuble 2025. Si vous voulez venir dans les allées du Hall 1 de la Porte de Versailles, vous êtes évidemment les bienvenus. Et puis nous, on se retrouve un peu plus tard. Salut.